Waouh, elle est trop belle ta nouvelle télé. Mais c'est pas une télé, c'est un Minitel. Un Minitel. Bah oui, l'ancêtre d'Internet. Ah, c'est super moderne un Public Sénat. Ultra moderne. En 2001, on avait déjà une émission dédiée aux nouvelles technologies et le net, on appelait ça les autoroutes de l'information. Bonjour et bienvenue dans Parlons Net, un Parlons Net un peu exceptionnel. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Blog. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Web Citoyen. Bonjour à tous. En 15 ans, le net a bouleversé notre vie quotidienne. Tous les pans de la société sont concernés. La politique n'échappe pas à la règle. Impossible aujourd'hui pour un élu d'ignorer le web et les réseaux sociaux. Une communication plus directe avec les citoyens. Petit retour en arrière au début des années 2000 où tout a commencé avec les sites politiques et les forums et un apprentissage de l'outil pas toujours évident pour certains. Natacha, si on se replonge un peu dans la préhistoire d'Internet, à l'aube des années 2000, il n'y a pas beaucoup de politiques qui s'intéressent à la chose. On se rappelle de Chirac et le mulot. C'était quoi cette histoire ? Oui, il avait un peu plaisanté quand on lui avait présenté une souris. Moi, mais c'est sûr que je pense que le président de la République, il n'avait pas d'ordinateur dans son bureau. D'ailleurs, je ne suis pas encore sûre qu'aujourd'hui, il en ait un. C'est qui les précurseurs parmi les hommes politiques qui ont utilisé l'outil en premier ? Alors, à l'époque, on disait qu'il y avait DSK qui aimait bien les techs, et il y avait aussi François Fillon. Donc je pense que quelle époque ça ? Dès 2000 ? Fin des années 90, début 2000. Je pense que c'est à titre personnel, ils avaient peut-être un intérêt plus particulier pour ça. Puis après, je pense que c'est venu aussi de ceux qui ont voulu s'inspirer aussi de ce qui se faisait aux États-Unis. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que les années passaient, bien sûr, il y a eu de plus en plus d'internautes, et c'était un moyen, surtout pour ceux qui étaient, j'allais dire, pas les favoris, les petits partis ou les candidats dans certaines configurations qui étaient un peu moins connus, de pouvoir communiquer avec très peu de moyens. C'est un outil formidable pour quelqu'un qui fait comme moi une campagne avec peu de moyens financiers. C'est la possibilité de m'adresser à beaucoup de gens. Nous sommes encore une société qui est très hiérarchisée, qui est verticale. La société d'Internet, c'est une société en réseau, c'est une société horizontale. Et je crois que c'est comme ça que nous pourrons avoir beaucoup d'échanges et donc modifier nos comportements et donc modifier nos décisions. Après le temps des forums et des sites vitrines, vient celui des blogs. En France, peu à peu, la blogosphère politique s'organise. Alors il y a eu Alain Lambert, bien sûr, qui vraiment bloguait régulièrement, était en contact avec les gens, répondait lui-même. Donc lui, je vais dire, c'est le vrai précurseur. Et peu après, je pense en 2006 à peu près, il y a eu la période où Alain Juppé était en exil au Canada. Et il a utilisé vraiment son blog comme une fenêtre, je pense, de communication avec la France. Et c'est à ce moment-là aussi que les journalistes politiques ont dû regarder de ce côté-là. Et ont dû voir qu'en fait, un homme politique qui, pour la première fois, prenait la parole à la première personne. Parce que ce qui était complètement nouveau, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de médias en ligne. Il n'y avait pas, j'allais dire, de petites vidéos, de réseaux sociaux, etc. Et le ton, finalement, de la com politique était assez traditionnel. Juppé, je pense vraiment, c'est celui qui l'a le mieux utilisé. À la fois stratégiquement, c'était très intelligent. Et en même temps, on a découvert quelqu'un, un homme qu'on connaissait d'une certaine façon et qui se révélait en racontant des choses qui étaient autour de sa vie. Avec la mode un peu du storytelling, en fait, à l'américaine, c'est ça que vous voulez dire aussi ? Oui, c'est vrai qu'il y avait des hommes politiques, on connaissait peu de choses de leur goût, de leur activité, de leur passion, peut-être même parfois de leur travail plus local. C'est aussi, à travers cet angle-là, on les découvre autrement. Être branché, il faut s'en donner les moyens. Dominique Strauss-Kahn s'est donc entouré de Thomas, un as de l'Internet, et près de 5 heures par semaine, il se consacre à son blog. C'est le moyen de voir ce qu'effectivement une partie de la population, moi celle qui est susceptible d'intervenir sur un outil comme ça, ressent directement, sans intermédiaire, qui dit directement ce qu'elle pense. Et ce ne sont pas toujours les sujets qu'on attendrait qui viennent le plus fort. Cette révolution culturelle amorcée par les blogs s'accélère à partir de 2006 avec les réseaux sociaux et la généralisation de Facebook. La communication politique se personnalise un peu plus.
C'est une forme de mise en scène aussi de soi qui Oui. correspond à l'évolution de la communication politique quand même. Oui, parce que du coup les communicants vendent une nouvelle modernité venue d'Angleterre ou des États-Unis et on convainc les hommes politiques qu'il faut donner un peu plus d'eux-mêmes, se montrer, se mettre en scène, des photos, puis bientôt viendront des vidéos. Donc oui, on est dans une sorte de nouvel âge, mais qui reste quand même très embryonnaire, c'est-à-dire qu'on est très très loin de ce qui se passe aux États-Unis dans les mêmes années. C'est normal, ça vient de là-bas. Ce que permet Facebook, c'est sans doute d'apporter aussi une part de, de soi-même, de son engagement personnel, au-delà de mon engagement politique. Moi, j'adore la danse d'abord tout court, et puis le flamenco en particulier. Donc, je vais mettre sur Facebook des choses qui me ressemblent et qui viennent de moi. Autre réseau, nouvel usage. En 2008, Twitter arrive en France. Un média social instantané qui peut s'avérer périlleux pour les politiques. C'est très compliqué Twitter, donc faut l'expliquer à nos téléspectateurs. C'est que c'est un réseau social sur lequel on communique en 140 signes et on est en face de la communication horizontale. C'est-à-dire que n'importe qui peut s'adresser à des gens très connus en temps réel. Et bon, beaucoup de politiques vont d'abord penser que c'est une bonne manière de dire « Ah, je suis dans telle émission, ah, je vais visiter tel marché ». Alors qu'en fait, les gens n'attendent pas ça, ils veulent communiquer avec eux, les insulter, leur dire tout le mal ou tout le bien qu'ils pensent d'eux. Il va falloir quand même quelques années pour essuyer les plâtres. De quand on peut dater que Twitter devient un usage politique, enfin généralisé? On a d'abord l'affaire Dominique Strauss-Kahn qui démarre d'une certaine façon en mai 2011, une nuit, un soir, sur Twitter. Ça passe par là et on voit bien comment à ce moment-là, l'outil commence à se démocratiser. Et puis l'affaire Trierweiler, suite à les élections législatives de 2012 où on se souvient que Valérie Trierweiler veut faire battre Ségolène Royal et qu'elle soutient sur Twitter Olivier Falorni, l'opposant. Et là, ça va faire la une des journaux et tout d'un coup, tout un tas de gens qui n'avaient strictement aucune idée, ça restait quand même confiné au milieu journalistico-politique, médiatique ou de la communication, se disent mais c'est quoi ce réseau? Et là on voit tout le monde s'engouffrer, tout le monde, tout en restant dans des effectifs relatifs. Et pour les politiques, c'est un peu périlleux parce que c'est justement le temps réel. Il faut pouvoir maîtriser aussi sa communication. C'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'instantané et de l'horizontal qui fait qu'on pourrait répondre trop vite n'importe quoi. Et alors là, c'est terminé. On a eu d'ailleurs quelques exemples célèbres de fail, de ratage entre Éric Besson qui pensait s'adresser à sa compagne et qui lui dit « je rentre me coucher » et qui envoie ça à tout le monde. On a eu des exemples terribles aux États-Unis avec un candidat démocrate à la mairie de New York, Anthony Weiner, qui a envoyé la photo de son kiki, ce qui n'a strictement, enfin dans son slip, mais bon, ça a quand même tué sa carrière. Hein. Donc on voit bien comment ces ratages, ces mauvaises expressions, ces violences parfois peuvent jouer un rôle parce que les médias s'en emparent et que par le biais du filtre des médias, on est en face d'un nouveau canal de communication que les hommes politiques ont du mal à maîtriser. C'est qui les bons twittos? Il y a quelques politiques. En France, Michel Delaunay, la ministre, quand elle était ministre, était absolument formidable. Alors elle est toujours sur Twitter, mais elle n'est plus ministre, c'est un peu dommage. Nadine Morano fait ma joie. Pourtant, elle se fait pas mal bâcher. Mais oui, mais on ne peut pas reprocher en même temps aux politiques de parler la langue de bois et d'être un robinet d'eau tiède, et quand vous avez des gens qui vont vraiment, voilà. Donc il y a moins de langue de bois via Twitter. Ceux qui s'en servent de la manière dont on doit s'en servir pratiquent moins la langue de bois. Il y a plusieurs types de Twitter. Il y a ceux qui sont un peu, moi j'appelle les tweets Pravda. C'est ceux qui tweetent la parole officielle et qui sortent jamais des clous. Et puis il y a ceux qui font preuve de sens de la répartie, d'un peu de causticité, d'un peu d'insolence. La difficulté de Twitter, c'est qu'il faut trouver la bonne distance entre un peu de personnel et pas d'exhibition. Avec Twitter, vous pouvez diffuser votre parole librement, sans passer par les fourches codines du parti, ce qui est quand même pas mal, sans passer non plus effectivement par les exigences de la presse. Parallèlement aux réseaux sociaux, la vidéo sur le net se développe avec YouTube. Les politiques font désormais leurs vœux sur le web, des clips pas toujours très réussis.
C'est le truc le pire. Tout le monde, je pense, garde en mémoire la séquence d'Hervé Morin dans sa cuisine. Mes chers amis, je suis heureux de vous souhaiter la bonne année chez moi et probablement dans le lieu que j'aime le plus dans mon appartement, c'est-à-dire ma cuisine. Strictement personne n'arrive à avoir le quart de la classe d'un Barack Obama quand il décide de faire une vidéo. C'est quand même terrible parce qu'on a des créatifs de bonne qualité, mais je pense que les politiques ont les jetons et qui ne laissent pas libre cours à ceux qui pourraient leur conseiller la façon de faire. Donc c'est vrai qu'on est très très en retard sur les Anglais, les Américains, ça c'est certain. On se souvient aussi du lip dub des jeunes UMP. Bah oui, ça, je m'en C'était souviens. quoi? C'était cette tentative autour d'une université de faire chanter, danser nos amis de l'UMP. Et alors là, c'était un ratage absolu. Parce que y avait Gilbert Montagné qui conduisait une voiture, il y avait Nadine Morano qui se dandinait. Enfin, c'était pathétique. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez compter. Du coup, c'est vrai que maintenant, ils font super attention et que c'est moins drôle. Je regrette le temps béni du lip dub, je dois l'avouer. Temps fort de la communication politique, les campagnes électorales se livrent sur le terrain, mais pas seulement. Dès 2002, Lionel Jospin s'entoure d'une équipe web pour sa campagne, mais envoie un fax à l'AFP pour sa déclaration de candidature. Quelques années plus tard, Barack Obama passe à la vitesse supérieure. Désormais, dans le monde entier, les campagnes électorales se déclinent sur le net. En France, le référendum de 2005 déclenche des débats passionnés sur le net. Et en 2007, Ségolène Royal utilise à plein le web pour sa campagne. En 2007, c'est clairement la naissance de la campagne présidentielle moderne. Et Royal, je pense qu'elle comprend justement cette capacité qu'a le web à agir pour les outsiders du système. À l'époque, elle est une outsider du Parti socialiste. Hein, personne ne l'attend au tournant. Et donc, elle se dit, pour prendre le parti, il faut que je passe par l'extérieur. Par ce pouvoir d'auto-organisation du web, et elle organise Désir d'avenir, les forums de discussion. Voilà, c'est ici que ça se passe en fait. Vous avez une partie des 70 modérateurs synthétiseurs qui sont derrière le site Désir d'avenir, la plateforme de débat participatif, et qui lisent ici tous les messages qui remontent. On en a 2500 par jour en ce moment. Au total, plus de 100 000 pages de questions-propositions et près de 3 millions de participants, tous débats confondus. Chacun peut contribuer directement sur le net. La candidate socialiste semble croire dur comme fer à l'effet participatif. C'est sur la parole des Français que nous réussirons à élever la France. Je pense que c'était une des grandes forces de Ségolène Royal, c'était d'avoir une proposition pour les Français qui avaient envie de contribuer et pas uniquement de liker ou de soutenir ou de supporter, mais vraiment de s'exprimer, et elle offrait un canal à ça. Elle a eu du mal à le transformer en quelque chose politiquement, et ça a été un des éléments de son échec en 2007. Sarkozy, en 2007, il avait aussi une équipe web importante, hein, on se souvient. En 2007, l'équipe de Sarkozy, c'était très militant, très UMP, un peu nouveau style. Il y avait un site supporterdesarkozy.fr où on proposait tous les jours une nouvelle action, très inspirée des techniques américaines, des républicains, les e-militants qui allaient inonder les forums de discussion. Alors on parlait de 2007, mais en 2007 et 2008, il y a Obama et l'influence américaine. Alors justement, Ségolène Royal dit qu'Obama l'a copié. Obama, c'est pas inspiré de Ségolène Royal, hein. Il n'y a rien de participatif chez Obama au sens du contenu, de l'apport d'idées, etc. On est vraiment en revanche sur une campagne qui a compris le mode d'organisation du web. La force de la campagne d'Obama, c'est de se dire on va avoir 13 millions de militants potentiels et on va réussir à organiser la masse. Et Hollande s'en inspire donc en 2012. Hollande, il modernise un certain nombre de choses. Il organise mieux la campagne, il fait mieux sa communication descendante, il maîtrise mieux ses messages et il les diffuse mieux sur le web. Il met en place un petit peu de données pour mieux piloter son effort militant, mais il n'arrivera pas à mobiliser des millions de Français. Ils l'ont surnommé la ruche, la salle de campagne numérique au dernier étage du QG de François Hollande. Le but du nouveau site toushollande.fr, une machine à mobiliser
qui allie web et terrain. L'objectif que l'on a, c'est bien sûr gagner la bataille du net, mais surtout toucher des millions de personnes sur le terrain. Et nous souhaitons ouvrir les portes de 5 millions de foyers en France. À l'UMP, chez le candidat Sarkozy, en revanche, on ne se revendique pas de la méthode Obama. Plutôt que de vouloir singer une campagne qui avait déjà 3 ans ou 4 ans d'âge, voire 5 puisqu'il a mené campagne en 2007, on a cherché à innover, à développer nos propres outils pour faire la différence et pour aussi épouser les circonstances de cette élection. Et alors, comment vous voyez la campagne pour 2017 ? Je pense que 2017, ça va être une campagne étonnante. On va avoir 3 candidats qui seront des candidats qui vont tenter de verrouiller le jeu. Et le web, sa force, c'est d'ouvrir. Et donc, je pense qu'il va se passer quelque chose avec Internet, où il n'y aura pas que Internet. Des mouvements et des candidats qui vont prendre ça, qui vont prendre le pouvoir d'organisation et de mobilisation libre en forme de réseau du web et qui vont réussir à changer la donne. Les élus utilisent également le numérique dans l'exercice de leur mandat, en particulier les élus locaux. Conseils municipaux filmés et diffusés en direct sur le net, consultations locales sur le remodelage d'un centre-ville. Certains élus utilisent le net pour une nouvelle gouvernance. À Limoges, par exemple, la nouvelle équipe municipale a décidé de diffuser les conseils sur le net. C'est à Limoges, conseils municipaux, ceux qui le retransmettent sur Internet. On a déjà commencé à réfléchir à... Il faut le mettre en place. Oui, d'accord. Ça me paraît indispensable. Ça me paraît indispensable que ce soit nos éléments. Oui, bien sûr. Ça va être un peu coûteux, je préfère vous le dire. Comment coûteux ? Je pense qu'il va falloir une régie, donc c'est 3 000 € par séance. Plus une ligne spécialisée Internet. On a déjà commencé à y réfléchir. Mais je vous ferai une note. Tant pis, ça sera le prix de la démocratie, on l'affichera à nos concitoyens. Il y a pas mal de communes qui ont fait l'expérience de diffuser les conseils municipaux sur Internet et qui en sont revenus parce qu'en fait, ça a un coût. Et au final, le résultat est assez faible parce que ça passionne pas les gens de regarder 3 heures de conseil municipal en ligne. C'est quand même un peu fastidieux. Donc, il vaut mieux avoir un compte-rendu du conseil municipal qui est fait de manière objective, synthétique et précis et que les gens peuvent, s'ils s'y intéressent, lire qu'avoir 3 heures de retransmission. Est-ce que ça peut apporter une nouvelle forme de gouvernance, le numérique ? Le numérique peut apporter une forme de gouvernance nouvelle à partir du moment où les citoyens, eux, utilisent l'outil. On constate que quand ce sont les institutions qui imposent l'outil d'en haut, souvent ça a un impact très faible, voire pas d'impact du tout, à moins d'être vraiment engagé dans une politique soutenue, globale, déterminée, comme ici les Moulineaux par exemple, où vraiment ça transforme petit à petit, ou Paris qui va se lancer aussi dans des dispositifs de démocratie participative pour une partie de son budget. À part ces exemples-là où il y a vraiment une volonté politique forte, ça produit peu d'effets. Ce qui produit de l'effet, c'est quand les citoyens, eux, décident d'utiliser le numérique. Il y a un exemple de ça, c'est les élus de Saillant. C'est une petite commune de la Drôme. Et les élus de Saillant ont eu cette idée de s'opposer à leur maire, qui était un espèce d'autocrate local, pour refuser une supérette à la sortie du village. Ils ont fait une pétition, etc. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient assez forts et ils se sont tous présentés en masse à l'élection municipale. Et ils ont viré l'ancien maire. Et ils ont mis en place des comités participatifs pour décider des différents points de la ville. Donc c'est plus un élu ou un groupe d'élus qui décide, c'est tout le monde. Santé, urbanisme, environnement, finances, désormais à Saillant, chacun peut mettre son grain de sel dans les projets du village et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Tu es donc maintenant la 4e à t'inscrire aux commissions participatives. Ce village, il est à nous, on veut bien y vivre tous ensemble. En pariant sur la démocratie participative, la municipalité de Saillant compte fédérer la population. Et maintenant, ils utilisent le numérique pour exporter leur démocratie participative locale ailleurs. Et ils ont désigné des ambassadeurs numériques et physiques qui font le tour de France pour expliquer qu'on peut faire de la politique autrement. Donc c'est pas le numérique qui revitalise la démocratie locale? Non, ça c'est un argument commercial. On a vendu aux élus locaux cette idée que le numérique allait tout changer pour eux. En gros, que ça allait leur permettre d'être mieux élus, mieux réélus, et que ça allait leur permettre de vendre du rêve à leurs administrés, c'est vrai, mais ça atteint ses limites parce que, en fait, ce qui fait ça, c'est la volonté de l'élu. C'est lui qui va dire « je veux qu'on prenne les décisions différemment ». Cette manière autoritaire d'exercer le pouvoir, elle restera toujours, quels que soient les outils, tant que les personnes qui exercent le pouvoir auront cette conception
autoritaire, jacobine du pouvoir. Ce qui va changer avec le numérique, on l'espère, c'est qu'avec les nouvelles générations, ils auront intégré qu'en fait le pouvoir s'exerce différemment. Et du coup, les outils vont amplifier considérablement cette nouvelle pratique du pouvoir. On peut espérer que d'ici 10 ans, ça change. Mais en attendant, c'est largement à l'heure et c'est quelque chose qui est encore de l'ordre de l'utopie, l'utopie numérique. Le net met l'information à portée de clic et change la façon dont les citoyens suivent la politique. Les premiers sites d'infos uniquement numériques se développent avec l'idée que le journalisme peut être participatif. Avec la création des réseaux sociaux, le temps s'accélère, chacun se fait le témoin d'un événement et il devient difficile de s'y retrouver. Le politique, en observation permanente, est parfois tenté de surréagir. C'est à mon avis le temps réel qui a vraiment tout changé, le temps réel de l'information. Le fait effectivement que n'importe quel politique peut être filmé à tout moment, il va aller au salon de l'agriculture, au salon du livre, et quoi qu'il dise, même s'il croit qu'il est tout seul dans son coin en train de caresser le cul d'une vache, finalement, vous allez avoir juste à côté de lui quelqu'un qui va le prendre en photo et qui va, sur les réseaux sociaux, prendre ce moment, et vous ne savez pas, après, ça peut être partagé par des millions et des millions de personnes. Ah non, touche-moi pas. Tu salis. Casse-toi là, merci. Effectivement, pour eux, ça change beaucoup de choses et ça change notamment un peu leur naturel, puisque en gros, à tout moment, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font va être filmé, décortiqué, facebooké, tweeté. Et en même temps, ils n'en sont pas toujours très mécontents, puisque, et notamment pour des hommes politiques et des femmes politiques qui ne sont peut-être pas très connus, pour eux, ça leur a permis d'avoir une exposition qu'ils n'auraient pas eu sans ces réseaux sociaux. Donc quelque part, ils sont plus maîtres de leur communication s'ils ont bien conscience qu'effectivement, elle peut leur échapper et qu'elle peut être faite par quelqu'un d'autre. En 2009, à l'université d'été de l'UMP, Brice Hortefeux est accompagné de Jean-François Copé. On lui présente Amine, un jeune militant d'origine maghrébine. Brice Hortefeux oublie qu'il est filmé par les caméras de Public Sénat. Ah ça, c'est l'intégration. C'est l'intégration. Non, non. Il est beaucoup plus grand que nous en plus. Lui, il parle arabe. Ne laissez pas impressionner. C'est des socialistes à filmer. Il mange des cochons et il ne correspond pas du tout au prototype. C'est pas du tout ça. On en fait toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Allez, bon courage. La vidéo se retrouve sur le net, le buzz est énorme. Mon pire souvenir politique, dit aujourd'hui Brice Hortefeux. Sur le net, pas de droit à l'oubli et plus de droit à l'erreur. Le politique voit également ses propos vérifiés en temps réel. Sa parole est décryptée et confrontée à ses promesses passées. C'est le fact-checking. C'est vraiment devenu un format très partagé en ligne sur, effectivement, François Hollande a dit ça, Nicolas Sarkozy a dit ça, mais souvenez-vous, il y a 10 ans, il avait dit ça et on retrouve l'archive et on fait un petit montage. Quelque part, les politiques ont effectivement pris en compte ce fact-checking en temps réel que les journalistes font sur leurs propos et ils s'aventurent beaucoup moins qu'autrefois dans l'énoncé des chiffres ou des promesses. Donc finalement, c'est quand même une mise en danger pour les politiques et ça lisse un peu leur discours. Donc c'est pas forcément... Pour le public, c'est bien. Ça aide à mieux juger effectivement de la crédibilité de nos gouvernants. Et puis aussi, ça a, mine de rien, aidé les politiques à davantage réfléchir à ce qu'ils allaient dire, à mieux calibrer leur discours, eux aussi, et à faire des promesses qui soient plus réalistes peut-être que ce qui est... tenable. Voilà. Que ce soit les révolutions arabes ou les mouvements citoyens, le net et les réseaux sociaux sont utilisés à plein pour dénoncer, revendiquer, militer. C'est aussi via le net qu'ont été révélés Wikileaks,
SwissLeaks, mettant en lumière les lanceurs d'alerte comme Julian Assange ou Edward Snowden, révélant par là même que les citoyens n'ont jamais été autant surveillés que depuis la révolution numérique ou quand le politique reprend possession d'Internet. Depuis combien de temps Internet est devenu véritablement un outil de dénonciation à grande échelle? Le moment où ça nous a un peu explosé à la figure, c'est en 2009, donc mai-juin 2009. Il y a la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad en Iran. Et à ce moment-là, on a une espèce de prise de parole massive, notamment de la diaspora iranienne, mais pas que, sur Twitter. Donc on a le terme de révolution Twitter qui émerge à ce moment-là, qui ensuite débouche 2 ans plus tard sur les révolutions arabes, qui là aussi sont beaucoup nourries par les réseaux sociaux, par ces gens qui sortent dans la rue, manifestent avec leur smartphone, prennent des vidéos, prennent des photos et font savoir au monde entier ce qui est en train de se passer. Utiliser Twitter est aussi simple que d'envoyer un SMS. Nous sommes des partisans de la liberté d'expression où que ce soit. On veut que l'information circule. On a bien vu le rôle de Twitter pendant les manifestations en Iran et pendant les attentats de Bombay il y a 2 ans. Birmanie, Tunisie, Égypte, Jordanie, d'une manifestation à l'autre, les mêmes messages d'espoir, les mêmes cris de révolte. Ben Ali, dégage! Le peuple a tranché. On se rend compte qu'on a peut-être donné beaucoup d'importance à ces mouvements-là et qu'on a peut-être prêté trop de vertus émancipatrices aux outils du numérique. Et ensuite, on a le moment où on fait la bascule complètement dans l'autre sens, qui sont les révélations d'Edward Snowden en 2013, et où en révélant l'étendue de la surveillance des télécommunications menée par la NSA, donc par les services de renseignement américains, on réalise à quel point cet Internet est aussi finalement un moyen pour les États de surveiller de manière extrêmement massive et continue. Moi, en étant assis à mon bureau, j'avais le pouvoir légal de surveiller n'importe qui. Ça pouvait être vous, votre comptable, un juge fédéral ou le président si j'avais eu son adresse mail. Et pour collecter ces données, la NSA n'aurait eu qu'à piocher dans les serveurs des géants d'Internet. Google, Apple, Yahoo, Facebook, dont les utilisateurs se comptent par millions, y compris en France. Donc on a vraiment cette évolution qui est une évolution très courte, parce qu'entre la révolution Twitter telle qu'on l'a appelée en Iran et les premières révélations d'Edward Snowden, il s'écoule 4 ans, donc c'est un laps de temps extrêmement court. On est typiquement face à la manifestation des deux côtés comme ça très ambivalent du numérique, qui est à la fois ce merveilleux moyen de démocratisation, de diffusion de l'information, et dans le même temps l'outil ou le biais par lequel peut arriver le contrôle et la surveillance. Entre démocratisation et surveillance, Internet et la politique entretiennent des relations complexes. 15 ans d'une histoire riche, jalonnée par l'accélération des mutations technologiques, pas toujours compatibles avec l'exercice du pouvoir. Et demain, le numérique peut-il réenchanter la politique ? Le web aujourd'hui, il est dans notre vie à tous. En 2007, c'était un petit truc anecdotique de quelques blogueurs qui avaient une capacité à foutre du bordel. En 2017, ce pouvoir, il est dans toutes nos poches. On a renversé des dictatures avec ça. On peut faire élire dans une démocratie quelqu'un. C'est très complexe, c'est super casse-gueule pour les politiques qui déjà ont mis 20 ou 30 ans à apprivoiser la caméra. Je pense qu'il va quand même leur falloir pas mal de temps pour apprivoiser Internet, surtout que les internautes, ils se lâchent quand même beaucoup plus. Ils n'agresseraient jamais sur un marché l'homme politique qu'ils peuvent agresser de manière horizontale sur un réseau social. Donc je crois qu'il va falloir du temps avant que ça prenne, vraiment. L'Internet est une fenêtre sur l'opinion et en même temps un moyen de s'informer et de voir que le monde change très vite. Le monde de l'emploi, de l'éducation, etc. Et il faut pour ça que les politiques aussi se plongent dedans, réellement l'intègrent dans leur façon de voir le monde pour comprendre le monde dans lequel on vit. On ne peut pas être déconnecté dans tous les sens du terme aussi de la société qui avance très vite et on a des défis à y répondre et on a besoin. Donc moi j'attends de voir un peu ceux qui vont vraiment, j'allais dire, peut-être prendre le pouvoir. Ouais. Elle t'a plu l'émission, Alex? Ouais, c'était génial, je l'ai live tweeté. Live tweeté? Mais t'es à côté de la plaque, t'as pas Périscope? Péri quoi? La Périscope, l'application qui permet de faire de la vidéo et de commenter en direct. Ah
Ah, Périscope, oui, tiens, c'est une bonne idée. Je vais la périscoper ton émission. Bah oui, il serait temps que tu sois connecté. Hein. Elle était bien la tête de victime à la fin, je trouve.